Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez INEAD Conseil à Lille. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de CSS. En fait, l'autre jour, je discutais avec un développeur front et il me disait ouais, mais CSS, c'est compliqué et tout. Quand je fais des trucs, c'est tout moche. Et puis, je ne comprends rien, je ne suis pas designer. Alors, je lui dis bah, tu sais, CSS, c'est pas que un langage de designer, c'est aussi un langage de développeur. Et comme tout langage de développeur, bah, il y a des choses qui ne viennent pas tout seul. C'est comme l'héritage en JavaScript ou les streams dans Java, quoi. Du coup, je lui dis, bah, la syntaxe facile, tu connais déjà, sélecteur, propriété, valeur. Et après, c'est le reste qui est un peu plus compliqué. Et donc, pour positionner des éléments sur ta page, et pour, au final, c'est rien d'autre que positionner des rectangles sur un écran, hein, il y a quatre piliers hyper importants. Alors, je vais vous présenter tout de suite le premier, c'est le display. Donc, ici, j'ai une page web avec 3 divs et 3 spans. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, quand on a une page web, tous les éléments s'insèrent dans le flux du document. Et par défaut, un div s'insère sous forme d'un bloc, c'est un display bloc. Et du coup, les blocs s'insèrent les uns en dessous des autres. Alors que les spans, par exemple, qui ont un display inline, s'insèrent les uns à côté des autres, exactement comme du texte. Donc, si je veux, je peux aller forcer des divs à avoir un display inline. Du coup, ils s'affichent les uns à côté des autres comme du texte. Alors, ce qui est hyper important, c'est que le inline, ça change un peu les choses. Typiquement, j'ai beau mettre des dimensions, elles ne sont pas prises en compte. Si je commence à jouer avec les marges, là, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que les marges en haut et en bas n'ont aucune incidence. Par contre, les marges à gauche et à droite fonctionnent comme on pourrait le penser, quoi. Au niveau du padding, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que en haut et en bas, ça a une influence bien sur le rectangle qui est dessiné, mais pas sur son positionnement. Alors qu'à gauche et à droite, bah, ça vient décaler tous les trucs. Alors, le pote avec qui je discutais, il me dit, mais c'est marrant, parfois, je mets pas de marge, pas de padding, et il y a quand même des espaces entre mes éléments. Je fais, bah ouais, ça c'est ok, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que l'espace qu'il y a là, il est uniquement dû au saut de ligne qu'il y a ici. Donc là, si j'enlève le saut de ligne, les éléments, ils sont les uns à côté des autres. Donc là, il fait, waouh, mais attends, c'est n'importe quoi et tout. Je dis, bah ouais, mais c'est du texte. Donc si tu mets des espaces, un ou plusieurs, c'est pareil. Et si tu mets un saut de ligne, il y a un espace. Donc soit tu mets un commentaire, soit tu changes la taille de la police entre les éléments, soit, enfin, je dis, il y a pas mal d'autres techniques. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux très bien dire à mes spans de devenir des blocs, pardon, et toutes ces propriétés sur les blocs, elles fonctionnent comme on le penserait. Donc elles s'affichent les uns en dessous des autres, la marge prend bien l'impact auquel on pense, etc. On peut combiner le meilleur des deux mondes avec un display inline block. Et donc là, en fait, le display inline block, les éléments ont des dimensions comme des blocs, mais ils vont s'insérer les uns à côté des autres. Donc on retrouve le même problème de l'espace bizarre. Et si vous remarquez bien, j'ai dit que je voulais des carrés de 40 sur 40, et pourtant, ce n'est pas du tout des carrés, c'est des rectangles. Donc ça, c'est à cause du box model. En fait, le box model, c'est une série de règles qui viennent s'appliquer sur les différents rectangles qu'on va dessiner. Donc là, on prend un exemple, j'ai une boîte, box, dedans j'ai une inner box, et à l'intérieur, j'ai un peu de latin. Donc si je prends le CSS, déjà je vais essayer de refaire un carré de 120 sur 120, ok, c'est pas du tout un carré. En fait, si je commence à mettre overflow auto, je viens dire au navigateur, bah, c'est un carré de 120 sur 120, mais je veux que le texte il scrolle à l'intérieur. Donc jusque-là, tout va bien. Et en fait, sur le box model, la première propriété à s'appliquer, c'est la marge. Donc quand vous rajoutez de la marge, vous venez dessiner une zone autour de votre rectangle. Ensuite, on a la bordure. Donc, pareil, la bordure se dessine entre la marge et le contenu. Donc là, j'ai une bordure couleur tomate. Et en fait, c'est uniquement quand je vais activer le padding que je vais voir que ma box, elle est couleur dorée. C'est-à-dire que le padding, c'est bien ce qu'il y a entre la bordure et le contenu. Et là, en fait, j'ai beau avoir mis 120 sur 120, c'est là que je commence à créer un rectangle alors que je veux un carré. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une sorte de bug, parce que ce n'était pas très logique. Et en fait, on a une propriété qui nous permet de dire,
box sizing border box. Une fois qu'on a mis ça, on a bien un carré de 120 sur 120. Et là, on est vraiment face au fait que CSS, c'est un moteur de règles et de contraintes. Je veux un carré de 120 sur 120 et à l'intérieur, entre la bordure et le contenu, je veux 20 pixels de padding. Et du coup, le padding s'applique bien à l'intérieur. Alors, la deuxième chose hyper importante, c'est le position. Avec ça, on peut faire plein de trucs cool. Alors, je prends un exemple. J'ai un rectangle bleu, un rectangle citron vert et une boîte tomate. Jusque-là, tout va bien. Au niveau du CSS, en fait, le position, on a plusieurs propriétés, on a plusieurs valeurs, pardon. De base, tous les éléments d'un document sont en position statique. Donc là, si la box, je la mets en position statique, ça ne change rien. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est si je lui mets une position relative. Alors techniquement, ça ne change rien à ce qui s'affiche. Par contre, je vais pouvoir commencer à dire left 5 et top 10, par exemple. Et là, en fait, vous voyez, ma boîte, elle se positionne de manière relative à là où elle aurait dû être normalement. OK. On peut aller en mode négatif aussi, voilà, etc. La deuxième valeur de position, c'est absolute. Alors là, absolute, OK, qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué, le bleu et le vert, ils sont un peu ratatinés. Donc quand on met un position absolute, on sort du flux du document. Donc, Blue et Lime, ils considèrent que la box n'existe plus, entre guillemets, et du coup, ils n'ont rien à l'intérieur et ils se ratatinent. Ça, c'est parce que position absolute, on sort du flux et les autres considèrent qu'on n'existe pas. Et du coup, là, le positionnement, il se fait par rapport à la fenêtre du navigateur. C'est pas aussi simple. En fait, il se fait par rapport au premier parent qui n'est pas statique. OK. Donc là, mon premier parent de box, c'est citron vert, il est statique, il n'a rien, bleu aussi, etc. Donc en fait, je suis positionné par rapport à ma fenêtre de navigateur. Là, si je mets en position relative, le premier parent qui n'est pas statique de la boîte tomate, c'est le bleu. Du coup, là, je suis exactement positionné par rapport au bleu. Si citron vert est en position relative, c'est pareil. Maintenant, je suis bien positionné par rapport à mon rectangle citron vert. Ce que je trouve génial avec le dernier petit truc, la propriété position fixed, où là je suis strictement positionné par rapport à la fenêtre de navigateur, mais je suis indépendant du scroll de la page. Donc ça, c'est aussi assez pratique quand vous voulez mettre des pubs ou des trucs un peu plus intéressants. Le truc vraiment génial avec les positions, c'est qu'on peut donner des dimensions à des éléments de manière relative, via des contraintes. Je m'explique. Alors ici, j'ai un main bleu, un menu tomate et des contenus citron vert. En gros, si je commence à mettre un position absolute sur le menu, position absolute, je sors du flux. Citron vert considère qu'il est le seul enfant de main bleu, du coup il prend toute la place. Position absolue sur les contenus, main n'a plus d'enfants, entre guillemets. Menu et content sont sortis du flux, main dit il n'y a rien à dessiner dedans, je me ratatine. Donc ça, c'est toujours un peu chiant. Par contre, je peux commencer à donner des dimensions, mettre une hauteur par exemple. OK. Et je vais pouvoir commencer à positionner mon menu. Donc là, si mon menu, je dis qu'il est à 5 pixels, on commence à le revoir apparaître. Je vais le mettre à 5 pixels d'en haut aussi. Mais je veux qu'il soit positionné par rapport à ma boîte main. Positionné par rapport au premier parent qui n'est pas statique, je vais aller mettre en position relative. Alors là, tomate, menu couleur tomate, il est positionné par rapport au rectangle bleu, mais on ne le voit plus. Donc on va pousser un peu les contenus. Donc par exemple, je vais mettre ça. Non. Je vais donner une petite largeur à mon menu. Voilà, OK, cool. Je vais le positionner aussi à 5 pixels du haut. Et là, toute la magie du truc, c'est que sans mettre de width et sans mettre de height, je vais donner des dimensions au contenu citron vert. Je vais juste dire, tu te mets à 5 pixels de la droite
et à 5 pixels du bas. Et donc là, en fait, je donne des contraintes, je dis tu t'étires par là, et débrouille-toi pour calculer la largeur. Alors là, on a encore le texte qui dépasse, maintenant c'est bon. Et là, imaginez la puissance du truc, c'est-à-dire que si le rectangle bleu, c'est un widget, c'est votre page web, c'est ce que vous voulez, quand je change la hauteur de content dépend et change avec, et pareil pour la largeur. Donc ça, c'est vraiment cool pour des widgets ou des petites applis de gestion. Le dernier truc que je vais vous présenter, c'est les floats et les clears. Alors, à chaque fois, tout le monde se dit, je ne comprends jamais ce truc-là, c'est normal, c'est pas si simple que ça. Déjà, ça a été inventé pour faire un peu ce qu'on retrouve dans les journaux, quand on a une image qui flotte à côté du texte. Et donc, typiquement, ici, j'ai un chat, parce qu'on adore tous les chats. Si je le flotte à gauche, le chat est bien flottant par rapport au texte. Et donc, le texte se dessine tout autour. Alors, je peux même dire, je veux 5 pixels à droite ou plus pour décaler le texte. Donc ça, c'est flotter à droite. Alors là, j'ai un deuxième chat, je peux le flotter à gauche, pardon. Là, je peux le flotter à droite. Ça marche de la même manière. L'alter ego de float, c'est clear. Alors, en fait, le paragraphe qui est après le paragraphe bleu, donc celui-là, je ne vais pas le prononcer, il flotte autour de l'image. Par contre, si je lui mets un clear left, en fait, je suis en train de lui dire tout ce qui flotte et qui est avant toi, considère que c'est une ligne et que tu dois commencer après. Donc là, je vais bien commencer après l'image. Alors ça marche aussi dans l'autre sens. Donc là, c'était à gauche. Clear right, il considère bien qu'il se met en dessous de tout ce qui flotte à droite. Et puis, vous pouvez aussi mettre clear both pour dire qu'il y a des trucs qui flottent à gauche ou à droite, je vais me mettre en dessous. Alors, là, ça paraît bizarre, vous dites à quoi ça sert. Le cas typique, c'est quand vous voulez afficher 3, 10, je sais combien de blocs les uns à côté des autres. Typiquement, vous faites la page web de je ne sais pas quel opérateur, vous voulez, ouais, mais forfait, il déchire, forfait 1, 2, 3. Tous les sites ont 3 offres sur leur page d'accueil. Pour ça, en fait, on a détourné l'usage des floats parce qu'avant, on n'avait quasiment aucune technique pour afficher des éléments les uns à côté des autres. Et donc, là, j'ai un peu de CSS pour les couleurs et les bordures. Ce qui nous intéresse, c'est si je prends le gris, par exemple, et que je le flotte à droite, essayons, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on flotte, tout comme les positions absolutes, l'élément sort du flux. Donc, le bleu et le rouge, ils considèrent que gris n'existe pas, et ils se placent comme s'il n'était pas là. Donc, forcément, si je flotte aussi le bleu, le rouge, il remonte d'un cran. Et si je flotte right, qu'est-ce qui se passe? Container n'a plus de trucs à dessiner à l'intérieur de lui, tout le monde flotte, donc il a une hauteur vide. Alors ça, c'est le cas typique de j'inspecte les nœuds du DOM d'une application, le gars a fait les trucs un peu sans trop connaître, et au final, il y a des comportements un peu bizarres qui se passent. Alors, historiquement, on utilise des clearfix, on met peut-être un quatrième élément qui ne flotte pas, pour donner une dimension au conteneur. Après, sur des navigateurs assez récents, on peut juste mettre overflow auto ou overflow hidden, et le conteneur considère qu'il a des enfants et il va se dimensionner en fonction. Et donc là, ils ne sont pas dans le bon sens, forcément. Je vais pouvoir les mettre sur la gauche, c'est un peu plus logique. Et j'ai fait exactement ce que je voulais, afficher des éléments les uns à côté des autres. Voilà, du coup j'espère que je vous ai convaincu que CSS c'est simple et c'est pas simple. C'est pas parce que ça permet juste d'afficher des rectangles sur un écran qu'on peut au final s'en servir sans vraiment apprendre comment ça fonctionne. Mais qu'en regardant un peu comment sont codés les piliers de base, au moins pour le positionnement, on peut réussir à arrêter de croire que c'est de la magie noire. Je vous remercie beaucoup.